Merci Soraya, ça fait plaisir d'être accueilli de façon dynamique et volontariste dans une ambiance qui est un petit peu déprimée, il faut bien le dire, ces derniers temps. Mais l'important, c'est de ne pas changer et de continuer à se bagarrer. Alors, je vais vous parler une vingtaine de minutes, et puis Abdelaziz, c'est à peu près le temps. Et je vais articuler mon topo en deux parties. La première, je vous présente le bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Le chemin de la cour, sous-titre Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale. Alors, je vous dis tout de suite que je ne gagne pas d'argent avec ces livres. Je les reçois directement de l'imprimeur, ils sont vendus au prix coûtant. Mais je pense que c'est important aussi de faire vivre des éditeurs qui acceptent ce genre de bouquins, prennent de gros risques, ils sont tous pratiquement à la limite de l'asphyxie financière, et je crois que c'est important qu'ils existent, qu'on puisse laisser des traces sur des études qui sont un petit peu plus solides qu'un simple papier ou une petite vidéo. Alors ce bouquin, eh bien, c'est un bouquin qui retrace un petit peu ce qui s'est passé cet été. Et je dois dire que Abdelaziz d'ailleurs fait partie du livre, vous verrez, il est à l'intérieur, parce que en fait il fait partie de ceux qui ont une idée avant les autres, et puis c'est après quelques années qu'on s'en aperçoit. L'idée c'est que le droit doit peut-être un jour parler concernant le conflit israélo-palestinien, la violence, la guerre, le mépris affiché de nos dirigeants qui soutiennent le lobby qui est responsable de ces massacres qui sont commis régulièrement. Eh bien, peut-être que le droit va vouloir parler un peu. Et Abdelaziz, en 2009, avec Gilles Debert, les mêmes acteurs qui sont aujourd'hui à la barre, eh bien, avait initié une plainte auprès de la Cour pénale internationale, à un moment où moi j'étais d'ailleurs à Gaza au moment des bombardements, 2008-2009, et je dois dire que naïvement, je pensais que c'était tellement affreux que ça ne reviendrait pas. On a du mal à imaginer, vous voyez, Soraya dit que j'étais allé une trentaine de fois, une quarantaine maintenant, parce que je vais 3 fois par an à Gaza, et on a pris le parti avec Christophe Denant d'y aller quelles que soient les circonstances. Et les circonstances, c'est toujours entre deux violences ou au moment d'une certaine violence. Et quand la violence est passée, tout est calme, tout est tranquille. Je dois y retourner la semaine prochaine, la situation n'est pas calme et tranquille. Enfin, au cours de ces 10 dernières années, et on a du mal à imaginer dans ces espaces de tranquillité que des décisions aussi effrayantes puissent être prises par la suite, et avec de nouveau des attaques contre les civils indiscriminés, d'une façon sans que finalement les grands de ce monde ne s'en offusquent. Alors cet été, je devais être à Gaza début juillet, c'est notre période traditionnelle, et puis pour cause de Ramadan, nos amis m'avaient dit venez un peu plus tôt parce que pour opérer les patients, ils préfèrent que ce soit avant. Et donc on y était à la fin du mois de juin, et on y était, on savait déjà que la guerre allait éclater. On y était au moment où il y a eu ces 3 jeunes colons qui ont été assassinés. Dans l'heure qui a suivi, Netanyahou a accusé le Hamas, et donc toute la bande de Gaza est au courant qu'une guerre allait se déclencher. On a commencé à faire des réserves de médicaments, de produits pour la chirurgie, etc. Donc c'était enclenché. Et puis la guerre a commencé. Et puis Gilles Debert m'appelle 48 heures après et me dit écoute, enfin il m'appelle comme ça, on garde contact régulièrement, et je lui dis à ce moment-là, écoute, c'est vraiment le moment de déposer une plainte. Et il me dit, écoute, la plainte, moi je peux la faire, en une après-midi elle est prête, mais le problème c'est que je ne suis qu'un avocat qui transmet au nom d'un client, au nom d'un plaignant, une plainte auprès de la Cour pénale internationale. Et il me disait, je n'ai personne qui va me donner mandat pour cette plainte. Et il me dit, ce qu'il faudrait, c'est que la plainte vienne de Ramallah. Je lui dis qu'ils ne pensent pas à Ramallah, ils sont en train de regarder les bombes tomber en se disant notre adversaire politique va se faire écraser, on va pouvoir reprendre la main par la suite. Et puis j'ai pensé à une chose, c'est qu'en juin, j'étais passé voir 2 des 4 ministres du gouvernement de coalition. Il y a un gouvernement de coalition depuis avril, vous savez, et sur la vingtaine de ministres, il y en a 4 qui sont de Gaza. Et je suis en passé en voir 2 pour discuter, c'était assez intéressant d'ailleurs, instructif, et je me suis souvenu que le ministre de la Justice était de Gaza. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait
innocente que Mahmoud Abbas ait nommé un ministre de la Justice de Gaza. Il est à peu près tranquille. Toute l'injustice qui se produit sur la Cisjordanie au moins était masquée. Donc c'était une façon d'éloigner, mais au fond c'était un petit peu un boomerang qui lui est revenu dans la figure, parce que par mes amis, on a réussi à le contacter. Ça n'a pas été très facile, parce que vous vous souvenez des conditions, les ministères étaient fermés ou avaient été bombardés, pas d'électricité, téléphone coupé. Enfin bref, on a réussi à joindre Salim Al-Saka, qui en plus est avocat, donc c'était une chance. Quand on lui a proposé le sujet de la plainte, il a lu 38 pages et il l'a lu en professionnel. Et donc ça a permis de déposer le 25 juillet, c'est-à-dire en gros une quinzaine de jours après le début de l'attaque, une plainte. Cette plainte était et reste très importante. Elle est très importante parce qu'au fond, et on l'a vu au cours des quelques épisodes juridiques précédents, eh bien, au fond, ce genre de plainte, c'est peut-être aujourd'hui la seule chose que craignent les dirigeants israéliens. Car ces plaintes, je vous le rappelle, ne sont pas déposées contre des États, elles sont déposées contre des personnes. C'est-à-dire que telle personne qui, à un moment donné, eh bien, dirige les armées, l'État, déclenche la guerre, cette personne, jusqu'à la fin de ses jours, eh bien, elle est redevable, elle peut être inculpée, condamnée pour ces faits. Et on en a un exemple, non pas en 2009, la plainte que vous aviez déposée, fait susciter, qui a été tout de suite escamotée par les mêmes d'ailleurs, mais un peu plus tard, vous vous rappelez du rapport Goldstone. Le rapport Goldstone a fait grand bruit. Il y a eu pour la première fois une véritable enquête, qui a fait pour la première fois par un juge indépendant, qui plus est se disant juif, donc c'était forcément vrai, c'était formidable. Ce rapport Goldstone, ce n'était qu'un rapport à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous voyez, c'est pas du tout le tribunal pénal international avec des juges, avec des sanctions, avec la prison. La Commission des droits de l'homme, c'est une commission consultative. On va émettre un rapport, un peu comme les rapports de la Cour des comptes, puis après, en général, il ne se passe rien. Donc cette commission des droits de l'homme de l'ONU, elle n'était pas du tout à l'échelle des crimes commis. Cette commission des droits de l'homme, c'est si par exemple une multinationale chasse une tribu indienne en Amérique du Sud de ses terres, à ce moment-là elle saisit la commission des droits de l'homme, il y a une enquête, ça fait un petit peu de remue médiatique, à ce moment-là la multinationale est bien obligée de rendre les terres. Vous voyez, c'est quelque chose à une petite échelle. La Cour pénale internationale, c'est complètement différent. C'est plus de 700 employés, un budget annuel de 120 millions de dollars, donc c'est quelque chose de potentiellement très puissant, et ça fait très peur aux dirigeants israéliens. On peut remarquer d'ailleurs qu'à la suite de l'enterrement du rapport Goldstone, a eu lieu la guerre de 2012. C'est juste après l'enterrement que ça y est, Israël a eu à nouveau les mains libres et a pu se lancer dans une nouvelle guerre qui, vous en souvenez, a été beaucoup moins meurtrière pour plusieurs raisons, la principale étant que soufflait à ce moment-là le printemps arabe. À ce moment-là, l'Égypte avait été en phase de retourner à la démocratie, il y a eu des élections démocratiques, et Gaza était ouvert sur le monde par l'intermédiaire de l'Égypte. Même s'il n'y avait pas un flux de marchandises par voie terrestre, il y avait tout le flux par les tunnels qui faisait qu'il y avait une économie qui fonctionnait dans le nord de Gaza. Sous les 2 années ou l'année et demie de Morsi, il y a eu 2 années où le taux de croissance dans la bande de Gaza était de 11,5%, avec d'une part les taxes sur les produits qui étaient importés et exportés par les tunnels, qui permettaient exactement de payer les fonctionnaires de Gaza. Donc l'autorité de Gaza avait les moyens de payer ses fonctionnaires de manière indépendante, autonome, et d'autre part l'emploi privé, c'était la reconstruction avec tous les matériaux qui passaient par les tunnels, et donc c'est quelque chose qui fonctionnait. Et donc au moment de cette guerre de 2012, d'abord localement, il y a une médiatisation formidable qui a été faite tout de suite pour montrer l'ampleur des massacres, le côté indiscriminé des attaques. Et puis, il y a eu très vite la visite du Premier ministre égyptien, du ministre des Affaires étrangères tunisien, je ne parle pas de l'émir du Qatar, mais en tout cas, il y a eu immédiatement une pression diplomatique extraordinaire qui a fait que la guerre n'a duré que 8 jours. Et véritablement, on pouvait espérer que finalement, ces attaques meurtrières allaient, chacune n'aboutissant à aucun objectif
ni militaire ni politique, eh bien, allait s'étioler. Et malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et donc, c'est la raison qui nous a poussé à essayer très vite, au cours de la guerre, à déposer cette plainte de façon à mettre un petit peu les dirigeants israéliens en difficulté. Et ce qui s'est passé, vous le savez, c'est que Mahmoud Abbas, contre son propre ministre de la Justice, a dépêché très rapidement à La Haye son ministre des Affaires étrangères. À ce moment-là, la procureure de la Cour pénale lui a posé la question est-ce que la plainte qui est sur mon bureau depuis quelques jours provient de l'autorité palestinienne? Et la réponse du ministre des Affaires étrangères a été non. Et donc, il est difficile de reprocher à la procureure de ne pas avoir transmis la plainte pour instruction à la chambre préliminaire, comme c'est la règle. Et cette transmission à la chambre préliminaire, elle était cruciale, car une fois le dossier transmis à la chambre préliminaire c'est une chambre de 7 juges qui doit dire, qui fait parvenir les deux parties, celui qui se plaint et celui qui est accusé, et qui décide si on va poursuivre, faire une enquête, aller jusqu'au bout. Il est très difficile pour des juges, dans les conditions de la guerre dans cet été, de classer l'affaire. Les juges, à ce niveau-là, ont un rôle juridique, alors que la procureure, qui est un petit peu la porte d'entrée à la Cour pénale internationale, a un rôle éminemment politique. Alors ce rôle politique, on le critique énormément, et on le critique notamment depuis quelques semaines. Vous savez que l'affaire du Mavi Marmara eh bien, abouti auprès de la Cour pénale internationale. Il y a une plainte qui a été déposée et la procureure a rejeté cette plainte en disant en gros que les crimes commis n'étaient pas suffisamment importants quantitativement, etc. Alors bien entendu, c'est un véritable scandale et c'est tout à fait inacceptable. Mais vous savez, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut essayer de se mettre un petit peu à sa place. La place de la procureure, ça a été finalement de recevoir une plainte des îles Comores, parce que le bateau était immatriculé aux îles Comores, attaqué dans les eaux internationales, et il y a eu 9 personnes qui ont été tuées, bavure, pas bavure, etc. Je ne fais pas du tout l'avocat du diable, mais ce que je veux dire dans cette affaire, si la plainte, au lieu d'avoir été déposée par les îles Comores, l'avait été par la Turquie, ça aurait eu un poids infiniment plus important. Ça aurait pu aboutir à des ruptures de relations diplomatiques, que sais-je. Ça aurait eu un poids capital. Et pourquoi la Turquie n'a pas déposé plainte? Eh bien parce que la Turquie n'a pas adhéré à la Cour pénale internationale. Donc sur ce point, je termine par quelques aspects importants, qui m'ont vraiment paru importants au cours de cet été, car quels que soient les médias, où les personnes s'exprimant sur le sujet, il y avait une confusion complète à propos de la Cour pénale internationale. Alors la Cour pénale internationale, en 2 mots, c'est fait pour défendre les personnes contre les crimes de guerre. Crimes de guerre contre l'humanité, génocide, les grands massacres, tout ça. C'est fait pour défendre les personnes, c'est pas fait pour défendre les États, et c'est fait pour attaquer des personnes qui ont décidé des faits de guerre qui ont abouti à ces crimes. Donc ça, c'est les deux protagonistes. Alors, cette Cour pénale internationale, on peut la saisir de 2 manières. Et cet été, il y a eu une confusion permanente sur les questions, c'est pour ça que j'ai fait ce petit bouquin pédagogique. Eh bien, si un État a adhéré, il a signé, il a dit « je suis d'accord avec le statut de la Cour pénale internationale », bien entendu, cet État peut saisir la Cour pénale internationale. Si un État n'a pas adhéré, il peut parfaitement être accusé par la Cour pénale internationale. On n'a jamais demandé à un assassin de reconnaître la légitimité du jury qui va le juger. Donc, bien entendu, ça a été prévu dans les statuts qui, au fond, la Cour pénale est très décriée, mais les statuts ne sont pas si mauvais que ça. C'est l'usage qui en ont fait, qui est absolument catastrophique. Donc, un État peut porter plainte. Mais bien entendu que dans son statut, ceux qui ont élaboré le statut de Rome, eh bien, ils ont prévu le cas où un État n'avait pas adhéré et ne pouvait pas porter plainte, puisque le statut de la Cour pénale est entré en compte, a été mis en action quand 60 pays l'ont signé. Ça veut dire qu'il y en avait quand même 120 qui n'avaient pas encore signé. Or, l'objectif, c'est de protéger les populations. Donc, il est prévu une autre voie d'entrée à la Cour pénale, c'est l'article 12.3 qui dit qu'une autorité de l'État, d'un État qui n'a pas adhéré à la Cour pénale internationale, peut saisir. Et cette autorité, ça peut être
un ministre, un procureur général, donc c'est assez large. Et à partir de là, on est élu si il s'agit d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, et le dossier est transmis ou pas. Autrement dit, il y a deux voies. Et la voie que nous avons choisie cet été, eh bien, c'était la voie d'un ministre, d'un État, reconnu en plus à l'ONU, donc c'était l'une des voies, mais ça aurait pu être très bien le procureur, ça aurait pu être très bien le Hamas, ça aurait pu être très bien le Fatah, les mouvements de libération peuvent très bien saisir la Cour pénale internationale. Autrement dit, on a dit à tort, et ça a été la propagande israélienne et la propagande de l'autorité palestinienne, on ne peut pas saisir parce que nous n'avons pas encore adhéré, c'est faux, archi-faux, juridiquement complètement faux. La deuxième chose, bien entendu, c'est que Mahmoud Abbas a bloqué. Il a dit « ce n'est pas moi qui l'ai envoyé », c'est quand même lui la plus haute autorité, encore que ce soit discutable, puisque Mahmoud Abbas a fini son mandat depuis 2009, selon la loi palestinienne, c'est Aziz Louek qui est en prison qui devrait être le président de l'autorité palestinienne, mais en tout cas, c'était un argument en or pour permettre à la procureure d'esquiver le problème et de le mettre sur le côté. Donc, c'est un véritable crime de trahison qui a été commis par Mahmoud Abbas, parce que si le 25 juillet, la plainte avait été transmise à la Chambre intermédiaire, ça aurait fait vraisemblablement réfléchir beaucoup M. Netanyahou et son entourage, et il est vraisemblable que la guerre aurait été écourtée. Donc ces plaintes, elles sont là, elles existent, et actuellement, eh bien, il y a une pression très importante sur Mahmoud Abbas pour que la Palestine adhère à la Cour pénale internationale, ce qui serait une première étape, parce qu'il faudrait ensuite porter plainte auprès de la Cour pénale internationale. Eh bien, au lieu de profiter, entre guillemets, de cette plainte qui avait été déjà déposée, Mahmoud Abbas a dit, oh non, je vais menacer d'adhérer à la Cour pénale, menacer de porter plainte, et comme ça, je vais pouvoir faire avancer mes affaires de négociation avec Israël. Donc là, véritablement, c'est une forfaiture qui consiste finalement à utiliser le sang des autres pour faire progresser son petit programme politique avec tous les avantages que vous lui connaissez. Donc c'est là véritablement quelque chose qui, à mon avis, méritait d'être écrit précisément noir sur blanc. Tout est référencé, ça a été supervisé de près par les meilleurs juristes que je ne citerai pas. Et c'est une voie d'avenir parce que cette pression sur Mahmoud Abbas pour adhérer, cette pression sur la Palestine, elle vient de son propre camp. Même au sein du camp du Fatah, il y a des fortes pressions pour Mahmoud Abbas, par ailleurs, à 78 ans, même s'il est président à vie, la vie n'est pas éternelle. Et donc, il faut continuer à appuyer, car cette Cour pénale internationale, on lui reproche d'être une cour raciste. Ce qui est vrai, parce qu'en 10 ans d'existence, elle n'a jamais inculpé que des dirigeants africains. Alors, c'est vrai, mais ça n'empêche que ce n'est pas écrit dans ses statuts qu'elle doit s'attaquer uniquement aux dirigeants africains. On dit que c'est une cour de gens incompétents. C'est vrai, puisque la moitié des juges n'ont pas d'expérience d'une cour pénale, un certain nombre n'ont qu'une expérience juridique. Ce sont des diplomates, ils sont nommés par les États. Imaginez que ce soit M. Sarkozy ou M. Valls qui nomme les juges en France. Imaginez, bon, alors c'est pas une très bonne idée. Il n'empêche que si on voit les choses d'une autre manière, au fond, la Cour pénale, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire que ce sont des gens, des diplomates, qui sont désignés par les États. Et si on observe l'Assemblée générale des Nations Unies aujourd'hui, concernant le conflit israélo-palestinien, eh bien, elle est dans son immense majorité favorable à la Palestine, parce que ce sont justement des pays issus de la décolonisation qui sont majoritaires, largement majoritaires, pour les 3/4, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette Assemblée générale, ses résolutions sont lettres mortes, tout simplement parce que le pouvoir se situe ailleurs, il se situe au niveau du Conseil de sécurité. Or, à la Cour pénale internationale, il n'y a pas de Conseil de sécurité, il n'y a pas de droit de veto. Autrement dit, cette Cour pénale, eh bien, elle est un reflet, finalement, des États du monde, et à proportion, les juges, les fonctionnaires, les employés. Donc, il n'est pas du tout irréaliste de penser que cette Cour pénale, demain, eh bien, osera attaquer, finalement, les impérialistes, les grands de ce monde, car, au fond, elle reflète, dans sa majorité, des États issus de la décolonisation.
Donc il y a un certain espoir de ce côté-là à voir cette Cour pénale s'ériger en contre-pouvoir finalement des instances de l'ONU et notamment du Conseil de sécurité et de ses 5 membres permanents. L'organisation de la conférence islamique a fait pression ces derniers temps pour que Abbas adhère à la Cour pénale. Parmi les 57 pays d'organisation de la conférence islamique, les 2 tiers n'ont pas encore adhéré. Donc il y a des poids lourds. Si la Turquie adhérait, l'Iran, tout ça donnerait encore plus de crédibilité, encore plus de poids. Donc je pense que la voie juridique, même si elle est bloquée aujourd'hui transitoirement, je pense que ce n'est pas une affaire terminée. En tout cas, c'est l'une des rares voies avec le boycott que l'on peut essayer de pousser. Alors là, j'en viens au sujet finalement de cette soirée maintenant, qui est l'islamophobie. Et avant qu'Abdelaziz en parle, il connaît le sujet très très bien, il en parle magnifiquement, mais je voudrais juste soumettre à sa réflexion et à la vôtre des cas personnels d'islamophobie dans les milieux médicaux universitaires. Vous voyez, on s'imagine la médecine, vous voyez, voilà, c'est bien, c'est égalitaire et tout ça. Bah, c'est complètement faux. C'est vrai au début. Heureusement, je suis tout à fait contre le mode de sélection en médecine, mais c'est un autre sujet. Il n'empêche que je suis pour des examens, j'allais dire anonymes et gratuits, anonymes en tout cas. Et on le voit grâce à l'anonymat de la médecine. Eh bien, aujourd'hui, les étudiants en médecine de 2e année, ceux qui sont reçus au concours, je le vois, j'enseigne en 1re, 2e année notamment, eh bien, sont véritablement le reflet de la société française actuelle. Donc ça, c'est un espoir formidable. À partir du moment où il y a l'anonymat, ça va. Et puis, plus on monte, eh bien, plus malheureusement l'anonymat tombe, il y a des oraux, et c'est là où ça commence à coincer. Et ça coince même parfois d'une manière totalement inacceptable. J'ai un de mes étudiants de diplôme de chirurgie de la main, donc c'est des chirurgiens qui ont 30 ans, qui ont déjà un bon passé derrière eux. Il a travaillé avec moi pendant 2 ans dans ce diplôme. La moitié, c'est des travaux pratiques, ils sont 20, je les connais tous personnellement. Après, ils font un mémoire sous forme d'article, et c'est moi qui dirige la plupart des mémoires. Donc c'est quelqu'un, j'ai travaillé pendant 2 ans avec lui, formidable. Un gars je cite très simplement sa vie, Besançon. Voilà. Et voilà qu'après avoir passé brillamment tous ces examens, il me téléphone un vendredi soir en catastrophe en disant « Demain, je dois passer le DES, c'est l'examen de chirurgie générale, qui est une formalité, parce qu'en France, vous savez, vous faites tout l'internat, puis à la fin, vous faites passer un petit examen informel, mais l'internat, tous les stages que vous avez validés, tout ça, c'est ça la seule chose qui compte, c'est une formalité, c'est un peu comme la thèse de médecine. Et voilà que j'ai reçu, me dit-il, un mail circulaire des membres du jury demain matin me disant de ne pas me présenter. Je lui dis, écoute, mon vieux, tu dois te présenter, ne te laisse pas décourager. J'avais oublié de vous dire qu'il avait un nom et un prénom d'origine maghrébine. Bon, vous l'aviez compris. Et j'appelle à l'instant une avocate qui connaît bien le droit administratif, qui confirme, qui fait un mail circulaire à tous les membres du jury, et il se présente le lendemain à son examen oral. Il y avait 8 candidats, les 7 premiers passent à toute vitesse, ils savent qu'ils sont tous reçus, lui il est le dernier, il se présente. On ne lui dit pas bonjour, il ne demande pas de s'asseoir, je passe sur les détails, et à la fin on lui dit, écoutez, on va délibérer. Et il délibère. Et il a reçu, après moult demandes de l'administration, un document disant qu'il était admis et qu'il était reçu à son examen de chirurgie générale. Mais vous savez que c'était un orthopédiste, un chirurgien spécialisé, et donc en principe on s'inscrit à la chirurgie générale en début d'internat, puis au milieu de l'internat on s'inscrit à la chirurgie orthopédique de façon à être orthopédiste en son temps. Et bien lui, on lui donnait son diplôme de chirurgie générale, et si l'avocat n'était pas intervenu alors qu'il serait médecin généraliste, alors qu'il est chirurgien orthopédiste, et ils se sont arrangés pour donner son diplôme, un mois plus tard, c'est-à-dire qu'il avait fini la totalité de ses stages, et donc il n'avait plus la possibilité de s'inscrire en chirurgie orthopédique. Bon, tout ça, bien entendu, se termine devant les tribunaux, mais j'ai été très frappé de voir à quel point quelqu'un que j'ai côtoyé pendant 2 ans, finalement, s'était battu pendant tout un internat contre les petits patrons de la ville de Besançon.
Et ces histoires, j'en ai une autre plus récente. Alors c'est une de mes étudiantes de Bichat, donc une étudiante brillante qui a passé le concours de médecine, qui est entrée en deuxième année, qui a fini sa médecine, qui a passé l'internat, puis elle est peu venue me voir. À ce moment-là, je le regrette. Elle veut faire neurochirurgie. Alors elle est allée à Toulouse, et elle est allée voir les neurochirurgiens, elle dit, monsieur, très masculin, est-ce que je peux faire de la neurochirurgie à Toulouse? Très bien, vous êtes accepté. Et elle a fait neurochirurgie. Elle a commencé ses stages, elle a travaillé, et puis manque de peau, l'année d'après, elle a reçu un internat de Toulouse, un étudiant, un interne, qui veut faire neurochirurgie, et dont le père est le patron de la clinique de Toulouse, la seule clinique où on fasse de la neurochirurgie. Voilà. Et à partir de ce jour-là, notre jeune ami a été boycotté, mais à un point effrayant, c'est-à-dire interdit de bloc opératoire, interdiction d'aller au staff, interdiction d'aller suivre les cours. Elle s'est battue pendant tout son internat contre ses propres chefs de service. Je ne sais pas si vous imaginez une femme d'origine maghrébine qui doit se lever tous les matins pour elle se trouver face à un mur. C'est absolument ignoble. Et c'est ignoble parce qu'évidemment, ça lui a tapé sur le moral. Qui d'entre nous n'aurait pas craqué dans ces circonstances? Et je veux dire, quand j'ai connu son affaire, très sincèrement, j'ai eu peur qu'elle ne se suicide. Et j'ai passé quelques coups de fil, envoyé quelques mails. Je vous passe sur les réactions complètement outragées de ces messieurs. Comment la discrimination, vous n'y pensez pas? L'affaire n'est pas terminée. Notre jeune femme devait passer sa thèse il y a quelques semaines, la veille du jour où elle devait passer sa thèse. La thèse a été décommandée, on lui a dit que les statistiques n'étaient pas valables, qu'il fallait reprendre les choses. Donc vous voyez que ce combat, y compris dans ces milieux qu'on croit éduqués et un petit peu d'un certain niveau, eh bien ce combat est au contraire extrêmement dur. Il se base sur énormément d'hypocrisie, sur des examens qui sont très difficilement attaquables parce que ce sont des oraux. Les oraux, le jury est roi. On ne peut pas remettre en question des examens oraux puisqu'il n'y a pas de traces, vous voyez. Donc tout ça est très dur et ça fait partie des choses dont il faut véritablement s'occuper. Alors, dans tout ça, il y a aussi des notes d'espoir. J'ai eu la chance de faire la connaissance justement de quelqu'un qui est un combatif que tu connais sûrement, lui tu connais, qui s'appelle Abderrahmane Azouzi. Abderrahmane Azouzi, c'est quelqu'un qui s'est battu. Il s'est battu et il a réussi à atteindre un niveau à peu près invulnérable, qui est le mien, c'est qu'il est prof d'urologie à Angers. Abderrahmane Azouzi a la tête haute et il n'a pas sa langue dans sa poche dans le bon sens du terme, mais en particulier cet été, eh bien, il a dit publiquement que l'attaque sur les populations civiles était un vrai scandale et il s'est attaqué à ceux finalement qui font que ces attaques sont possibles, c'est-à-dire les soutiens dans nos pays et en France notamment du lobby sioniste. C'est parce que ce lobby existe, c'est parce qu'un certain nombre de nos politiques sont tenus, que les bombes tombent sur Gaza, c'est lié directement. Le véritable combat, il n'est pas là-bas, il est ici. C'est ici que tout se passe. Et ce sinistre Premier ministre qui est le nôtre avait dit, je crois en substance, qu'il fallait condamner les antisionistes au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Enfin, c'est un amalgame absolument ignoble. Et Abderrahmane avait dit, écoutez, si être antisioniste, c'est être antisémite, je suis antisémite. Voilà. Vous allez voir le procès, c'est ça? Alors, attends la suite, parce que la suite est encore plus glaçante que ça. Et ce qui est il y a un peu de positif. La suite, eh bien, c'est qu'il y a eu des protestations, vous imaginez, et puis qu'il a été convoqué chez le procureur. Et chez le procureur a été convoqué, et il l'a su de manière très précise, les responsables de la communauté juive d'Angers. Les responsables de la communauté juive d'Angers n'ont pas été idiots, ils ont dit non, nous on ne porte pas plainte. Le procureur a insisté, je veux que vous portiez plainte. Non, nous ne portons pas plainte. Et à ce moment-là, dit le procureur, dans ce cas, je vais m'autosaisir. Et c'est le procureur lui-même qui a porté plainte contre Abderrahmane Azouzi. Donc vous voyez dans quelle situation on est.
Donc dans cette ville d'Angers, qui est une ville bien tranquille, où il y a une société, où il y a des associations culturelles juives et musulmanes qui vivent en bonne entente, eh bien voilà qu'une occasion sur le procureur de la ville d'Angers va peut-être mettre, je ne dirais pas la ville à feu et à sang, mais en tout cas créer une tension et des affrontements, au moins verbaux, dont la ville n'avait absolument pas besoin et qui ont été complètement téléguidés, en gros, par le CRIF. Voyez. Pour terminer, une autre anecdote qui va vous faire rire. Il y a 2 ans, j'ai un petit certificat de médecine humanitaire dans ma fac. Les étudiants m'ont dit « Vous faites beaucoup d'humanitaire, faites-moi un certificat optionnel ». Alors il y a 30 ou 40 étudiants et c'est sympathique. Et d'ailleurs, j'apprends beaucoup de choses parce que beaucoup de ces étudiants ont commencé à circuler, donc c'est très intéressant. Et au cours d'un examen, il y a 2 ans, dans ce certificat, il y a un cours de droit humanitaire. C'est absolument capital d'avoir des notions de droit humanitaire quand on va sur le terrain. Il y a 2 ans, j'avais posé un cas pratique, comme on vous pose des cas pratiques dans n'importe quelle discipline, en droit, en médecine. C'était le cas pratique d'une famille, vous êtes à Gaza, vous recevez 22 membres d'une même famille qui sont dans un cercueil, et qualifier ça sur le plan juridique, crime de guerre, crime contre l'humanité, donner les définitions, etc. Donc c'est une question qui résumait en gros tout le cours de droit humanitaire. Eh bien, figurez-vous que 2 ans après, c'est-à-dire au début de la guerre de cet été, au début juillet, alors que les bombes commençaient à tomber sur Gaza, je reçois une plainte du Conseil de l'Ordre contre moi, du Conseil de l'Ordre des médecins contre moi, à propos de cette question d'examen. Je dois dire que si la situation n'avait pas été aussi dramatique à Gaza, je serais véritablement mort de rire. De quoi se mêle le Conseil de l'Ordre? D'abord, ça concernait un examen universitaire, l'Ordre n'a absolument rien à voir là-dedans. Deuxièmement, c'était 2 ans avant, c'était fort clos, si on peut dire. Et en plus, oser poser cette question dans le contexte des nouveaux massacres à Gaza était quand même d'un culot extraordinaire. Et d'un culot d'autant plus extraordinaire que la présidente de la commission disciplinaire du Conseil de l'Ordre s'appelle Madame Irène Khan Ben Saoud. Et Madame Irène Khan Ben Saoud a des antécédents. Pendant des années, elle était toujours présidente de la commission disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins. Pendant des années, elle a reçu des plaintes provenant de patientes qui étaient agressées sexuellement par un médecin gynécologue qui s'appelait le docteur Azout. Et Madame Khan Ben Saoud mettait les plaintes sous le coude et restait tranquille derrière son bureau. Un jour, une femme a à nouveau été agressée, c'était la femme d'un médecin. Donc la femme d'un médecin a été agressée sexuellement par le docteur Azout. Eh bien, Madame Khan Ben Saoud a porté plainte contre le médecin en diffamation et l'a condamné à un blâme du Conseil de l'Ordre et 400 € d'amende. Donc vous voyez jusqu'où va le culot de cette nana. Eh bien, tout ça s'est allé jusqu'à la cour d'assises, et bien entendu, en cour d'assises, le docteur Azout a été condamné à 8 ans de prison, il est actuellement en prison. Eh bien, Madame Khan Ben Saoud est toujours là, présidente de la commission disciplinaire, et c'est elle qui porte plainte contre moi au nom du Conseil de l'Ordre. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail et des choses à faire.